la femme qui assistait à tous les enterrements. Elle était là encore ce matin, debout sous la pluie, devant une tombe qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Le village de Sainte-Croix comptait 312 âmes. Tout le monde se connaissait. Les secrets n'existaient pas longtemps. Margot Leroux vivait seule dans la Maison Bleue près du cimetière. 42 ans. Institutrice à la retraite anticipée. On la saluait au marché. Elle rendait le sourire, rien de plus. Personne ne venait chez elle. Elle n'allait nulle part, sauf aux enterrements. Tous les enterrements. Monsieur Baudin mort à 87 ans. Elle était au premier rang. La petite Amélie, emportée par une leucémie à 9 ans. Margot sanglotait plus fort que la mère. Thomas Mercier, tué dans un accident de moto. Elle tenait une rose blanche, chaque fois la même silhouette noire, le même visage pâle, les mêmes larmes, les gens chuchotaient. Elle ne les connaissait même pas. C'est malsain. Peut-être qu'elle est folle. Le curé l'avait abordée une fois. Vous êtes de la famille. Elle avait secoué la tête. Alors pourquoi venez-vous? Elle n'avait pas répondu. L'automne dernier, Gabrielle Fontaine est morte. 94 ans. Une vie bien remplie. 7 enfants. 19 petits-enfants. L'église était bondée. Margot est arrivée en retard. Il ne restait qu'une place. Au fond, debout contre le mur froid. Pendant l'éloge funèbre, elle pleurait, des sanglots étouffés. Profonds, déchirants. Après la cérémonie, Claire Fontaine, la fille aînée, l'a arrêtée sur le parvis. La voix sèche, le regard dur. « Qui êtes-vous » Margot a levé les yeux. Rougie, gonflée. « Personne. Ma mère ne vous connaissait pas. Vous n'avez rien à faire ici. » Silence. « Pourquoi vous venez ? Pourquoi vous pleurez nos morts comme si c'était chez les vôtres ?» Margot a ouvert la bouche, l'a refermée, elle a tourné les talons. Claire l'a suivie, à travers le cimetière, jusqu'à la Maison Bleue. « Répondez-moi » Margot s'est arrêtée devant sa porte, la main sur la poignée. Elle tremblait. « Parce que personne ne pleure pour moi. » Claire est restée figée. Ces mots ont percé quelque chose en elle. Elle est rentrée chez elle, a fouillé dans les archives familiales, les vieux journaux locaux, les registres de la mairie. Margot Leroux, née en 1983, enfant unique, parent décédé dans un incendie en 2001. Elle avait 18 ans, aucun autre parent vivant, pas de mari, pas d'enfant, pas d'amis mentionnés nulle part. Claire a interrogé les anciens du village. Margot? Oui, gentille fille, mais toujours seule, toujours. L'institutrice de l'école primaire où Margot avait enseigné, elle était excellente, aimait des enfants. Mais après les cours, elle disparaissait. Jamais de pot avec l'équipe, jamais d'invitation acceptée. 4 semaines de recherche, une vie vide, une existence transparente. Un soir, Claire est retournée à la Maison Bleue. Elle a frappé. Longtemps. Margot a ouvert, les yeux baissés. « Je suis désolée » a dit Claire. « Je n'avais pas compris. » Elles se sont assises dans le salon, petit, propre, presque vide. Margot a parlé, pour la première fois depuis des années. Quand mes parents sont morts, j'étais seule à l'enterrement. 3 personnes, le prêtre, le fossoyeur, moi. Personne d'autre. Personne pour témoigner qu'ils avaient existé. Sa voix se brisait. J'ai compris ce jour-là. La pire chose n'est pas de mourir, c'est de mourir dans l'indifférence. Elle a serré ses mains. Alors je viens, pour chaque mort, pour dire « Tu as compté, quelqu'un te voit, quelqu'un se souvient, même si je ne t'ai pas connu, tu n'es pas seule. » Claire pleurait maintenant. « Je pleure pour eux, » a continué Margot, « mais je pleure aussi pour moi, pour toutes les fois où personne n'a pleuré pour moi quand j'en avais besoin, vivante. » Un long silence. « Vous n'êtes plus seule, » a murmuré Claire. Margot a levé les yeux, pour la première fois, un sourire fragile. 3 mois plus tard, Margot est toujours aux enterrements. Mais maintenant, Claire l'accompagne, et Marie, la voisine d'en face, et le boulanger, et l'ancienne institutrice. Ils viennent. Pas pour les morts qu'ils ne connaissent pas. Ils viennent pour Margot, pour qu'elle sache, quelqu'un pleure aussi pour elle, pendant qu'elle vit. Parfois, ceux qui donnent le plus de compassion sont ceux qui en ont le moins reçu. Et la plus grande solitude n'est pas d'être seul dans la mort, mais d'être invisible dans la vie. Mais de voler la vie des vivants pour compenser notre propre vide. La femme qui écrivait les lettres d'adieu. Les mots d'amour se fanaient un par un dans les boîtes à souvenirs,
et personne ne savait que c'était elle qui les remplaçait. Hélène Dubois était scribe public depuis 32 ans, rue de la Paix. Une petite échoppe au rez-de-chaussée, façade en bois sombre. Elle écrivait les courriers administratifs, rédigeait les discours, composait les vœux de mariage, déchiffrait les vieilles lettres de famille. Les gens lui confiaient leurs émotions, leurs peines, leurs joies, leurs secrets. Vous avez les mots justes, Madame Dubois. Personne ne comprend comme vous. Elle hochait la tête doucement. 60 ans, cheveux blancs noués en chignon, regard bleu profond, mains fines, tachées d'encre, veuve de Jean depuis 10 ans. Un fils, Thomas, parti vivre à l'étranger. Une vie discrète, solitaire, appréciée. Sauf qu'Hélène avait un secret. Dans le tiroir de son bureau, il y avait une boîte en bois de rose, fermée à clé, dissimulée sous de vieux papiers. À l'intérieur, 92 lettres. Des déclarations enflammées, des promesses éternelles, des adieux déchirants, toutes volées. Monsieur Girard est entré un jeudi après-midi. 75 ans, retraité, main calleuse. Madame Dubois, j'ai un souci. Il a sorti une vieille enveloppe, papier jauni, timbre effacé. Regardez, la dernière lettre de ma femme, avant qu'elle ne parte. Hélène a pris la lettre. Les mots étaient là, mais la fin était étrange, froide, distante. L'encre a dû baver, a-t-elle suggéré. Je peux essayer de nettoyer la page. Non, ce n'est pas ça. Il a sorti une autre lettre, même écriture, même époque. La fin était tout aussi impersonnelle. Toutes ces lettres, elles ont changé, comme si elles ne m'aimaient plus à la fin. Hélène a senti une vague de froid l'envahir. Je vais y jeter un œil, laissez-les-moi. Il est reparti, l'air abattu, mais avec une lueur d'espoir. Hélène a verrouillé la porte, a ouvert le tiroir, puis la boîte en bois de rose, elle a sorti la lettre. La vraie. La fin, passionnée et tendre. Elle l'avait prise 2 ans plus tôt, quand M. Girard avait apporté la correspondance de sa femme pour la faire relier. Elle avait remplacé la dernière page par une copie qu'elle avait elle-même réécrite. Il n'avait rien vu, jusqu'à maintenant. Hélène n'a pas fermé l'œil de la nuit, ni celle d'après. D'autres clients ont commencé à revenir, avec les mêmes histoires. Les lettres de mon père soldat, elles finissent toutes bizarrement. Le journal de ma grand-mère, le dernier chapitre est si triste. Et, c'est étrange, tous mes souvenirs écrits perdent leur âme. Elle inventait des excuses, l'usure du temps, l'acidité du papier, la fragilité des encres anciennes, mais elle savait. Elle avait volé trop de mots, réécrit trop de fins. Son fils Thomas est arrivé un dimanche, sans prévenir. Le regard grave, une boîte à chaussures sous le bras. « Maman, il faut qu'on parle. » Ils se sont assis dans la petite échoppe silencieuse. Thomas a ouvert la boîte, les lettres de son père. « Regarde cette lettre, celle qu'il t'a écrite de l'hôpital. Tu te souviens ?» Hélène a regardé. L'écriture de Jean, mais les derniers paragraphes étaient froids, résignés. Tu nous avais lu une fin magnifique, pleine d'espoir. Silence. Et celle-ci, sa dernière lettre. Juste avant, les mots sont terribles, si durs. Thomas a levé les yeux vers elle, incompréhension, douleur. Qu'est-ce que tu as fait, maman ? Hélène s'est brisée, le chagrin a débordé. 10 ans de silence. Il y a longtemps, a-t-elle murmuré. Avant de rencontrer ton père, j'étais amoureuse. Thomas a froncé les sourcils. Un jeune poète, il m'écrivait des lettres magnifiques. On devait se marier. Le monde d'Hélène basculait. Antoine. Il s'appelait Antoine, il est parti en voyage, pour trouver l'inspiration. Hélène tremblait. Il n'est jamais revenu, une noyade, accidentelle. Sa dernière lettre, je l'ai reçue après sa mort. Papa était au courant ? Oui. Jean était son meilleur ami, il m'a soutenu. On s'est consolé, on est tombé amoureux, tu es né. Mais les lettres ? Hélène a sorti la boîte en bois de rose, l'a ouverte devant son fils. Après la mort d'Antoine, j'ai relu sa dernière lettre, des centaines de fois. C'était une lettre de rupture, froide, impitoyable. Il me quittait. Elle a saisi une lettre au hasard dans la boîte, celle d'un soldat à sa fiancée. Puis j'ai commencé ce métier. Les gens m'apportaient leurs amours écrits, leurs espoirs intacts, leurs adieux parfaits. Sa voix s'est éteinte. Et moi, je n'avais qu'une fin cruelle. La preuve qu'on m'avait abandonnée. Alors j'ai commencé à échanger. Tu voles leurs fins heureuses.
Je les garde, pour moi, pour remplacer celle qui m'a détruite, pour croire que quelque part, un amour a survécu jusqu'au bout. Thomas a regardé les 92 lettres volées. Et les fins que tu réécris? Je ne voulais pas qu'ils souffrent comme moi, alors je leur donnais des adieux dignes. Mais avec le temps, j'ai écrit des fins de plus en plus tristes, pour me punir. Long silence. Tu as changé les lettres de papa? Hélène a hoché la tête, submergée par la honte. Même mon propre mari, parce que je ne méritais pas sa tendresse infinie, je ne méritais pas de garder cet adieu si doux. Thomas s'est levé, a marché jusqu'à la vitrine, s'est retourné. Papa le sait? Non, personne. Et Antoine, voudrait-il ça? Que tu voles la tendresse des autres? Que tu salisses même ton propre amour? Hélène a pleuré. Vraiment. Pour la première fois depuis 10 ans. Le lendemain, Hélène a commencé à restituer les lettres, une par une, avec des mots d'excuses manuscrits. Certains ont été furieux. D'autres l'ont écouté, ému. Monsieur Girard lui a pris la main. Ma femme m'a quitté une fois. Je lui ai pardonné. Je peux bien vous pardonner aussi. Thomas l'a emmené au bord de la mer. Ils ont jeté une seule lettre aux vagues. Antoine, 1962-1985. Il faut que tu te pardonnes, maman. Hélène a regardé l'horizon, a fermé les yeux. Je ne peux pas effacer ce que j'ai écrit, mais je peux arrêter d'effacer ce qui reste. Les souvenirs ne nous appartiennent pas, nous ne sommes que leurs gardiens, et la plus grande trahison n'est pas d'oublier les morts, mais de voler la vie des vivants pour compenser notre propre vide. Nous sommes en cours de réparation. La femme qui ne portait que du blanc, elle payait en liquide, ne donnait jamais son nom, et personne ne comprenait pourquoi elle s'habillait ainsi été comme hiver. Les commerçants du quartier la connaissaient tous. Longs cheveux blonds, 35 ans peut-être. Une tristesse infinie dans ses yeux bleus. Elle passait tous les matins, boulangerie, épicerie, kiosque à journaux. Toujours la même apparence, un pantalon blanc, un chemisier blanc, une veste blanche. Même ses chaussures étaient blanches. Vous n'avez jamais froid, mademoiselle? Un peu de couleur vous irait si bien. C'est pour un mariage? Elle secouait la tête avec un sourire vague. C'est juste ma couleur. Elle achetait son pain, son journal, parfois une fleur blanche. Madame Martin, la fleuriste, lui mettait de côté les plus beaux lys. Tenez, ma petite dame, j'ai gardé celui-ci pour vous. La femme remerciait. Un merci presque inaudible. Elle prenait sa fleur, la serrait contre elle. Partait sans un mot de plus. Personne ne savait son nom. Personne ne savait où elle travaillait. Un matin de printemps, Antoine Dubois ouvrait sa nouvelle librairie. Jeune entrepreneur. Il rangeait les derniers cartons. Romans, essais, poésie et un recueil de poèmes à la couverture blanche immaculée. Un auteur inconnu. Il l'avait commandé par curiosité. La femme est entrée avant même l'ouverture officielle. Elle a vu le livre blanc, s'est arrêtée net. Est-il à vendre? Antoine a regardé. Le recueil de poésie? Oui, bien sûr, je viens de le recevoir. Non, je l'achète. 50 euros. C'est bien trop. Il ne coûte que 15 euros? 100 euros. Antoine a froncé les sourcils. Pourquoi vous tenez tant à ce livre? Elle a posé un billet sur le comptoir. Parce que les pages blanches sont les seules qui comprennent le silence. Elle a tendu la main vers le livre. Ce livre est le premier que je vends. C'est important pour moi. Si vous le prenez, je veux savoir pourquoi. Silence. Sinon, je le garde. Vous ne comprendriez pas. Je l'ai rempli. Toute. Antoine a regardé le livre. C'est l'encre encore science. Et beaucoup de larmes. Parce que personne n'a écouté les miens. Antoine n'a pas vendu le livre ce jour-là. Avenue des Platanes. Vieil immeuble haussmannien. Appartement au dernier étage. Elle est entrée. A laissé la porte entr'ouverte. Antoine a hésité. Puis il a monté les escaliers. L'appartement était baigné de lumière. Et partout, il y avait des livres. Certains à moitié remplis d'une écriture fine et serrée. D'autres dont seules les premières pages étaient noircies. Disposés sur des étagères comme une bibliothèque de fantômes. La femme était assise à un bureau blanc. Vous me suivez maintenant? Vous faites ça toute seule? Oui. Elle a posé sa plume. S'est tournée vers lui. Elle a inspiré profondément. Il y a 5 ans, j'étais avocate. Ma voix était mon arme. Un jour, mon fils. Je suis désolée. Elle s'est approchée d'une immense bibliothèque remplie de cahiers blancs. J'ai perdu les mots.
Moi, l'avocate, je suis devenue muette. Un jour, j'ai trouvé son dernier cahier de dessin. Il était presque vide, pour combler le vide qu'il laissait, pour remplir ses pages blanches. Elle a pris un cahier sur l'étagère. J'ai découvert quelque chose. Sur chaque page blanche, il y avait de la place pour ma douleur, pour un souvenir, une larme, une vérité. Les pages blanches n'effacent rien. Antoine a compris. Vous écrivez pour vous guérir. Oui, chaque livre que je remplis, c'est un jour de deuil que j'accepte. Elle a montré l'appartement. Des centaines de livres. Certains prennent des mois, d'autres des années. Certains ne seront jamais finis. Il restera toujours des pages blanches, comme la vie. Elle a pris le recueil de poèmes qu'Antoine tenait toujours. Celui-ci est spécial. Vous tenez à votre librairie? C'est le rêve de ma vie. Parce que quelqu'un m'a offert le premier cahier blanc que j'ai rempli, une infirmière à l'hôpital. Elle m'a dit « Écrivez, même si personne ne lit ». Elle avait raison. Elle m'a sauvé la vie. 6 mois plus tard, Antoine est revenu. Le livre était prêt. Rempli. Magnifique. Son écriture était devenue plus assurée. Les pages étaient un mélange de poèmes, de souvenirs, de réflexions. C'est plus qu'un livre, a dit Antoine ému, parce que sa peine fait partie de sa beauté maintenant. Sa tristesse atténuée. Comment vous appelez-vous? Élise. Vous portez toujours du blanc, Élise. Elle a souri, pour la première fois depuis 5 ans. Oui, aujourd'hui, Élise ne cherche plus les livres blancs. Elle a ouvert un atelier d'écriture pour les personnes en deuil. Ils viennent avec leur silence, leurs histoires, leurs pages blanches. Elle les aide à écrire, un mot à la fois. Et chaque page remplie dit la même vérité. Ce qui est vide peut devenir le réceptacle de la plus grande beauté, si on accepte de le remplir. La vraie force naît des vides que l'on ose nommer, des silences que l'on transforme en mots, des absences qui deviennent présence. Nous ne sommes pas cassés,